Chapitre 6. L'ombre de chevalerie. Il existe 2 traditions concernant la coutume de donner aux enfants royaux des noms évocateurs de vertu ou de talent. La plus courante veut que, par quelques principes, ces noms exercent une contrainte, que lorsqu'un tel nom est attaché à un enfant qui sera plus tard formé à l'art, le dit art agrège le nom à l'enfant qui ne peut plus, à mesure qu'il grandit, que tendre à pratiquer la vertu dont il a été baptisé. Les plus fervents adeptes de cette première tradition sont aussi les plus prompts à se découvrir devant un membre de la petite noblesse. Une tradition plus ancienne attribue l'usage de ces noms à un accident, du moins à l'origine. On dit que les rois preneurs et souverains, les 2 premiers Autriliens à régner sur ce qui devait devenir les 6 duchés, ne portaient pas du tout ces noms-là dans leur langue maternelle, mais que, dans celle des duchés, ils ressemblaient beaucoup à ces mots. Ce serait ainsi que ces 2 hommes auraient fini par être plus connus sous leur nom homophone que sous leur vrai nom. Mais pour la bonne marche de la royauté, il est préférable que le peuple reste persuadé qu'un enfant baptisé d'un nom noble aura une noble nature. « Mon garçon ?» Je levai la tête. Parmi les 5 ou 6 autres garçons qui paraissaient devant le feu, pas un n'eut seulement le moindre tressaillement. Les filles ne réagirent pas davantage lorsque j'allais prendre ma place de l'autre côté de la table basse devant laquelle maître Gérepu était agenouillé. Il avait mis au point une technique d'inflexion qui permettait à tous de savoir quand « mon garçon » signifiait « mon garçon » et quand cela signifiait « le bâtard ». Je me coinçai les genoux sous la table, m'assis les fesses sur les talons, et donnai ma feuille de moelle d'arbre à Gérepu. Puis, tandis qu'il parcourait mes colonnes de lettres soigneusement tracées, je laissai mon attention s'égarer. L'hiver nous avait moissonnés et engrangés ici, dans la grande salle. Dehors, une tempête se déchaînait contre les murailles de la forteresse, et les vagues martelaient les falaises avec une violence telle que nous sentions de temps en temps le dallage frémir sous nos pieds. Le mauvais temps nous dépouillait des quelques heures de jour glauque que nous avait laissé l'hiver. J'avais l'impression que les ténèbres s'étendaient sur nous comme un brouillard, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les yeux inondés de pénombre, je me sentais somnolent, sans être fatigué. Un bref instant, j'étendis mes sens et perçus la léthargie hivernale des chiens qui dormaient dans les coins, agités de tressautements. Même là, je ne pus trouver ni pensée ni image qui éveillât mon intérêt. Le feu brûlait dans les 3 vastes cheminées, et différents groupes s'étaient rassemblés devant chacune. L'un d'eux s'activait à fabriquer des flèches, au cas où le temps serait assez clair le lendemain pour autoriser une chasse. Je regrettais de ne pas en être, car la voix enjouée de Cherf montait et descendait au gré de l'histoire qu'elle racontait, souvent interrompue par les rires appréciateurs de ses auditeurs. Près de l'âtre du fond, des enfants chantaient en chœur de leur voix au perché. Je reconnus le chant du berger, une chanson pour apprendre à compter. Attentive, quelques mères battaient la mesure du bout du pied tout en faisant des frivolités de dentelle, tandis que de ses vieux doigts flétris posés sur sa harpe, Gerdon s'évertuait à maintenir les enfants dans le ton. À ma cheminée, les enfants assez grands pour savoir se tenir tranquilles apprenaient les lettres. Gérepu s'en occupait. Rien n'échappait à son regard bleu acéré. « Tiens, me dit-il, tu as oublié de croiser les queues ici. Rappelle-toi, je t'ai montré comment faire. Justice, ouvre les yeux et remets-toi à la plume. Si je te reprends à t'endormir, c'est toi qui iras chercher la prochaine bûche pour le feu. Charité, tu iras l'aider si tu continues à sourire comme ça. Bon, à part ça, il reporta soudain son attention sur mon travail. Ta calligraphie s'est nettement améliorée, en ce qui concerne non seulement les caractères ducaux, mais aussi les runes autriliennes. Évidemment, avec un aussi mauvais papier, on ne peut pas peindre des runes convenablement. Il est trop poreux et il boit trop l'encre. De bonnes feuilles d'écorce battue, voilà ce qu'il faut pour les runes. Il effleura d'un doigt appréciateur le parchemin sur lequel il travaillait. Continue à travailler comme ça, et avant la fin de l'hiver, je te permettrai de faire une copie des remèdes de la reine florissante. Qu'en dis-tu ? Je m'efforçai de sourire et de prendre l'air flatté.
On ne confiait pas les travaux de copie aux élèves en général. Le bon papier était trop rare, et un coup de pinceau inconséquent pouvait gâcher toute une feuille. Les remèdes, je le savais, étaient une compilation de prophéties et d'études sur les propriétés des simples qui n'avaient rien de compliqué. Mais tout travail de copie était en soi un honneur. Gérepu me donna une nouvelle feuille de moelle d'arbre. Comme je me levais pour regagner ma place, il m'arrêta de la main. « Mon garçon ?» Je m'immobilisai. Gérepu prit l'air gêné. « Je ne sais pas à qui le demander à part toi. En temps normal, j'en parlerai à tes parents, mais... » La phrase mourut miséricordieusement sur ses lèvres. Songeur, il se gratta la barbe de ses doigts tachés d'encre. « L'hiver va bientôt finir, et je vais reprendre ma route. Sais-tu ce que je fais en été, mon garçon? Je me balade dans les 6 duchés, à recueillir des herbes, des baies et des racines pour mes ancres, et à faire provision des papiers dont j'ai besoin. C'est une existence agréable d'arpenter librement les routes en été, et de se faire inviter à la forteresse pour l'hiver. Le métier de scribe a beaucoup d'avantages. » Il me regarda, pensif. Je lui rendis son regard en me demandant où il voulait en venir. « Tous les 2 ou 3 ans, je prends un apprenti. Certains réussissent et s'engagent comme scribes pour les forteresses mineures. D'autres n'arrivent à rien. Soit qu'il n'ait pas la patience du détail, soit qu'il n'ait pas la mémoire des ancres. Je crois que tu as ces qualités. Que dirais-tu de devenir scribe ?» La question me prit complètement au dépourvu, et je restai à le dévisager sans dire un mot. Ce n'était pas seulement le projet d'être scribe qui me laissait méduser, c'était l'idée même que Gérepu pût vouloir de moi comme apprenti, avoir envie de m'emmener avec lui et de m'enseigner les secrets de son métier. Plusieurs années s'étaient écoulées depuis que j'avais passé mon marché avec le vieux roi. À part Imbre, avec qui je partageais certaines nuits, et Molly et Kerry qui m'accompagnaient lors de mes après-midi volés, je n'avais jamais imaginé que quelqu'un pût trouver plaisir à ma société, et encore moins voir en moi un apprenti potentiel. La proposition de Gérepu me laissait sans voix. Il dut percevoir mon trouble, car il m'adressa son fameux sourire, à la fois jeune et vieux, et toujours bienveillant. « Allons, réfléchis-y, mon garçon. Scribe, c'est un bon métier, et de toute manière, qu'as-tu d'autre comme perspective? Entre nous, je crois qu'un petit voyage loin de Castelserre te ferait le plus grand bien. » « Loin de Castelserre » répétai-je abasourdi. J'eus l'impression qu'on ouvrait un rideau. Je n'y avais jamais pensé. Soudain, les routes qui partaient de Castelserre se mirent à briller dans ma tête, et les cartes assommantes que j'avais été obligé d'étudier se remplirent de lieux vivants où je pouvais me rendre. J'en restais confondu. « Oui, » répondis Gérepu à mi-voix, « quitte Castelserre. À mesure que tu grandiras, l'ombre de chevalerie se fera plus floue. Elle ne te protégera pas toujours. Mieux vaut que tu apprennes à devenir ton propre maître, avec ta vie à toi et un métier pour subvenir à tes besoins, avant que sa protection ne te fasse entièrement défaut. Mais tu n'es pas obligé de me donner tout de suite ta réponse. Réfléchis-y. Discute-en avec Buric, peut-être. » Là-dessus, il me donna ma feuille de moelle d'arbre et me renvoya à ma place. Je réfléchis en effet à ces paroles. Mais ce ne fut pas à Buric que je les rapportai. Aux heures obscures d'une nouvelle journée, Imbre et moi étions accroupis, tête contre tête, au-dessus des tessons rouges d'une cruche brisée par les soins de Rôdeur. Je ramassais les éclats tandis qu'Imbre récupérait les minuscules graines noires qui s'étaient éparpillées au sol. Rôdeur, accroché tout en haut d'une tapisserie affaissée, couinait des excuses, mais je percevais son amusement. « Elles viennent de Calibar, ces graines. Ça en fait du chemin, espèce de petite descente de lit décharnée, » gronda Imbre. « Calibar, » répétai-je en fouillant ma mémoire, « à une journée de voyage après notre frontière avec bord du sable. »« C'est ça, mon garçon. »« Vous y avez déjà été ?»« Moi ? Oh non. Ces graines en proviennent, mais j'ai dû les faire acheter à Roitelet. Il y a un grand marché là-bas qui attire des marchands des 6 duchés et aussi de pas mal de nos voisins. »« Ah oui, Roitelet. Vous y avez été ?» Imbre réfléchit. « Une fois ou deux, quand j'étais plus jeune.
Je me rappelle surtout le bruit et la chaleur. Les villes de l'intérieur sont comme ça. Il y fait trop sec et trop chaud. J'ai été content de retrouver Castelser. Connaissez-vous une ville que vous avez préférée à Castelser? Imbre se redressa prudemment, ses mains pâles pleines de minuscules graines noires. Pose-moi franchement ta question, au lieu de tourner autour du pot. Je lui exposai donc la proposition de Gérepu, et aussi ma brutale prise de conscience que les cartes n'étaient pas que de jolis dessins en couleurs, qu'elles représentaient des lieux et des possibilités réelles, que je pouvais m'en aller ailleurs, devenir quelqu'un d'autre, me faire scribe ou... Non. Le ton d'Imbre était posé, mais tranchant. Où que tu ailles, tu resteras le bâtard de chevalerie. Gérepu est plus perspicace que je ne le croyais, mais il ne comprend quand même pas. Il ne voit qu'une partie du tableau. Il a bien vu qu'ici, à la cour, tu seras toujours un bâtard, une espèce de paria. Mais ce qu'il ne perçoit pas, c'est qu'ici, bénéficiant des montées de Subtil, poursuivant ton éducation sous ses yeux, tu n'es pas une menace pour le roi. Effectivement, tu es sous l'ombre de chevalerie ici. Effectivement, elle te protège. Mais en t'en allant de Castelser, loin de ne plus avoir besoin de cette protection, tu deviendrais un danger pour le roi Subtil, et un risque encore plus grand pour ses héritiers, après sa mort. Ne va pas t'imaginer menant l'existence simple et sans entrave de scribe itinérant. Pour toi, ce serait plutôt la gorge tranchée dans ton lit, ou une flèche dans le cœur au détour d'une route. Un frisson glacé me parcourut. Mais pourquoi? Demandai-je à voix basse. Imbre soupira. Il versa les graines dans un plat, et s'épousseta légèrement les mains pour en faire tomber les dernières. Parce que tu es un bâtard royal, et l'otage de ta propre lignée. Pour le moment, comme je te le disais, tu ne représentes aucune menace pour Subtil. Tu es trop jeune, et, par ailleurs, il a fait en sorte de toujours pouvoir garder un œil sur toi. Mais il réfléchit à long terme, et tu devrais en faire autant. Nous vivons une époque troublée. Les raids des Outriliens sont de plus en plus audacieux. Les gens de la côte commencent à grommeler en disant qu'il nous faut davantage de navires de patrouille, voire, selon certains, des navires de guerre pour exercer des représailles. Mais les duchés de l'intérieur ne veulent pas mettre la main à la bourse, surtout pour des bateaux de combat qui risqueraient de nous précipiter dans une guerre générale. Ils accusent le roi de ne s'intéresser qu'à la côte, sans se préoccuper de leur agriculture. Les montagnards accordent de plus en plus chichement le droit d'emprunter leur col. Les taxes sur les marchandises s'envolent tous les mois un peu plus. Du coup, les négociants maugrent et murmurent entre eux. Au sud, à bord du sable et plus loin, c'est la sécheresse et les temps sont durs. Là-bas, tout le monde se plaint ouvertement, comme si le roi et Vérité étaient responsables de leur situation. Tant qu'il s'agit de boire une chope, Vérité s'en tire très bien. Mais ce n'est pas le soldat ni le diplomate qu'était Chevalerie. Il préfère chasser le daim d'hiver, ou écouter un ménestrel au coin du feu carpenter les routes, au cœur des frimas, par un temps glacial, rien que pour maintenir le contact avec les autres duchés. Tôt ou tard, si la situation ne s'améliore pas, les gens vont commencer à se dire « Après tout, un bâtard, il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. C'est Chevalerie qui aurait dû monter sur le trône. Il mettait bien vite de l'ordre dans tout ça. Il était peut-être un peu strict sur le protocole, mais au moins avec lui, le travail était fait, et il ne laissait pas les étrangers nous marcher sur les pieds. » Alors, Chevalerie pourrait encore devenir roi? En posant cette question, je sentis un curieux frémissement me parcourir. Instantanément, j'imaginais son retour triomphal à Castelser, notre rencontre, enfin, et puis quoi? Imbre parut avoir déchiffré mon expression. Non, mon garçon, il n'y a aucune chance. Même si le peuple tout entier le voulait, je doute qu'il aille à l'encontre du destin qu'il s'est forgé, ou des désirs du roi. Mais cela n'irait pas sans mécontentement et sans murmures, qui pourraient déboucher sur des émeutes et des échauffourées. Bref, sur un climat beaucoup trop dégradé pour laisser un bâtard courir en liberté. Il faudrait régler ton sort d'une façon ou d'une autre, en faisant de toi un cadavre, ou l'instrument du roi. L'instrument du roi, je vois.
une sensation d'oppression m'envahit. Ma brève vision de ciel bleu au-dessus de routes ocre que je suivrais monter sur Suie, cette vision disparut brutalement. À la place, je vis les molosses dans leur chenil, et les faucons, encapuchonnés, enchaînés par des courroies aux poignets du roi et qu'on ne libérerait que pour accomplir sa volonté. « Ce n'est pas obligatoirement affreux, » fit Imbre doucement. « Nous nous fabriquons souvent nous-mêmes nos propres prisons, mais on peut aussi créer sa propre liberté. Je n'irai jamais nulle part, c'est ça ?» Malgré la nouveauté de l'idée, voyager me paraissait soudain extrêmement important. « Je n'irai pas jusque-là. » Imbre cherchait un couvercle pour le plat rempli de graines, et il se contenta finalement d'y mettre une assiette à l'envers. « Tu te déplaceras beaucoup, discrètement, et lorsque les intérêts de la famille l'exigeront. Mais ce n'est pas très différent de ce que fait un prince du sang. Crois-tu que Chevalerie avait le libre choix de ses destinations pour ses missions diplomatiques? Penses-tu que Vérité apprécie d'aller visiter des villes mises à sac par les Autriliens, d'écouter les habitants se plaindre que, si leur ville avait été mieux fortifiée ou mieux garnie en hommes, rien ne serait arrivé? Un vrai prince dispose d'une liberté limitée en ce qui concerne ses déplacements et ses activités. Chevalerie en a sans doute davantage aujourd'hui que jamais auparavant. Sauf qu'il ne peut plus revenir à Castelserre. Cette idée m'apparut en un éclair, et je me pétrifiais, les mains pleines d'éclats de poterie. Sauf qu'il ne peut plus revenir à Castelserre. Les visites d'un ancien roi servant créeraient des remous dans la population. Mieux vaut qu'il s'efface discrètement. Je jetai les tessons dans l'âtre. Au moins, il peut voyager, marmonnai-je. Moi, je ne peux même pas aller en ville. Ça te tient donc tant à cœur d'aller te promener dans un petit port aussi plein de crasse et de graisse que bourg de Castelserre? Il y a d'autres gens là-bas. J'hésitais. Imbre lui-même ignorait tout de mes amis de la ville. Je me jetai à l'eau. Il m'appelle le nouveau. Il ne pense pas « Tiens, le bâtard !» chaque fois qu'il me voit. Je ne l'avais jamais exprimé si clairement, mais soudain l'appel de la ville se fit très net en moi. « Ah !» fit Imbre, et il eut un mouvement d'épaule qui évoquait un soupir, bien qu'il n'émît pas un bruit. L'instant d'après, il m'expliquait comment on peut rendre un homme malade rien qu'en lui faisant manger de la rhubarbe et des épinards au cours du même repas, au point même de le tuer si les quantités étaient suffisantes, le tout sans qu'aucun poison n'apparaisse sur la table. Je lui demandais comment empêcher que les autres convives ne s'intoxiquent, et la conversation se poursuivit sur ce thème. Ce n'est que plus tard que ces paroles concernant Chevalerie m'apparurent, presque prophétiques. 2 jours après, j'eus la surprise d'apprendre que Gérepu avait requis mes services l'espace d'une journée. Mon étonnement grandit encore lorsqu'il me remit une liste de fournitures à chercher en ville et des pièces d'argent pour les payer, plus 2 de cuivre pour moi-même. Je retins mon souffle, certain que Buric ou l'un de mes maîtres allait opposer son veto, mais on me dit au contraire de me dépêcher de me mettre en route. Je franchis donc les portes, un panier au bras, et la tête me tournant de cette subite liberté. En comptant les mois écoulés depuis ma dernière escapade, je m'aperçus avec un choc qu'elle remontait à plus d'1 an. Je résolus aussitôt de refaire connaissance avec la ville. Personne ne m'avait fixé d'heure de retour, et je ne doutais pas de pouvoir dérober 1 heure ou 2 sur mes emplettes sans que cela se sache. La diversité de la liste de Gérepu m'emmena par tout le bourg. J'ignorais quel usage un scribe pouvait avoir de cheveux de sirène séchés ou d'un quart de boisseau de noix de forestier. Peut-être s'en servait-il pour fabriquer ses encres de couleur, me dis-je finalement. Et constatant que je n'en trouvais pas dans les boutiques habituelles, je descendis au bazar du port, où il suffisait de posséder une couverture et quelque chose à vendre pour se déclarer marchand. Je mis assez vite la main sur l'algue et appris que c'était un ingrédient habituel de la soupe de poisson. Il me fallut plus longtemps pour les noix, car c'était un produit de l'intérieur, non de la mer, et il y avait moins d'étal pour ce genre d'article. Je les trouvais néanmoins, au milieu de paniers remplis de piquants de porc-épic, de perles de bois sculptées, de cônes d'avelinier et de tissus d'écorce martelée. La propriétaire était une vieille femme aux cheveux plus argentés que blancs ou gris.
Elle avait le nez fort et droit, et les pommettes hautes et osseuses. Cet héritage racial m'était à la fois étranger et curieusement familier, et un frisson me parcourut l'échine lorsque je compris soudain qu'elle venait des montagnes. « Képet !» dit la femme de l'étal d'à côté, alors que j'achevais mes achats. Je lui jetai un coup d'œil, croyant qu'elle s'adressait à celle que je venais de payer, mais c'était moi qu'elle regardait. « Képet !» répéta-t-elle d'un ton insistant, et je me demandais quel sens ce mot avait dans sa langue. Elle paraissait réclamer quelque chose, mais comme l'autre vendeuse, impassible, gardait les yeux fixés sur la rue, je haussai les épaules en guise d'excuse et me détournai en déposant les noix dans mon panier. Je n'avais pas fait 10 pas que je l'entendis hurler « Képet !» à nouveau. Je me retournai et vis les 2 femmes en pleine bagarre. La plus vieille tenait les poignets de l'autre, qui se débattait à coups de poing et de pied pour se libérer. Autour, les marchands s'étaient dressés, l'air inquiet, et remballaient leur matériel pour le mettre à l'abri. Je me serais peut-être avancé pour mieux voir si un autre visage, plus familier, n'avait pas accroché mon regard. « Prispif !» m'exclamai-je. Elle se tourna face à moi, et l'espace d'un instant, je crus m'être trompé. Je ne l'avais pas vue depuis 1 an. Comment pouvait-on changer à ce point? Ses cheveux noirs, autrefois sagement tressés derrière ses oreilles, lui tombaient à présent en dessous des épaules, et elle était vêtue, non plus d'un pourpoint et de choses flottantes, mais d'un corsage et d'une jupe. Cette tenue d'adulte me laissa pantois. Je m'apprêtais à faire semblant d'avoir interpellé quelqu'un d'autre quand, m'arrêtant de ses yeux noirs, elle répéta d'un ton glacial. « Brispif !» Je ne me laissai pas abattre. « Vous n'êtes pas Molly Brispif ?» Elle leva la main pour écarter une mèche de cheveux de sa joue. « Je m'appelle Molly Chandelière. » Je vis dans son regard que je lui rappelais quelque chose. Mais c'est d'une voix froide qu'elle ajouta. « Je ne suis pas sûr de vous connaître. Votre nom, monsieur ?» Troublé, je réagis sans réfléchir. Je tendis l'esprit vers elle, découvris son inquiétude et m'étonnai de ses craintes. Par la voix et la pensée, je m'efforçai de l'apaiser. « Moi, c'est le nouveau, » dis-je sans hésiter. Elle écarquilla les yeux, puis éclata de rire comme devant une excellente plaisanterie. La barrière qu'elle avait dressée entre nous disparut comme une bulle de savon, et soudain, je retrouvai la Molly d'autrefois, la même impression de fraternité chaleureuse qui m'évoquait irrésistiblement Fouineau. Toute gêne s'évanouit entre nous. Une foule se formait autour des 2 femmes qui continuaient à se battre. Nous la laissâmes derrière nous pour remonter la rue pavée. Je fis compliment à Molly de sa jupe, et elle m'informa calmement qu'elle en portait depuis plusieurs mois et qu'elle les préférait de beaucoup aux chausses. Celle-ci avait appartenu à sa mère. On ne trouvait plus aujourd'hui, lui avait-on dit, de laine aussi finement cardée, ni de teinture d'un rouge aussi vif. À son tour, elle admira mes vêtements, et je pris conscience tout à coup que mon aspect lui semblait peut-être aussi insolite que son apparence m'avait déconcerté. Je portais ma plus belle chemise. Mes chausses avaient été nettoyées quelques jours plus tôt, et j'arborais des bottes de la qualité de celles des hommes d'armes, bien que Burick ronchonnât en voyant à quelle allure elle devenait trop petite pour moi. Elle s'enquit des raisons de ma présence, et je lui répondis que je faisais des courses pour le maître d'écriture de la forteresse. J'ajoutai qu'il avait besoin de 2 cierges en cire d'abeille, pure invention de ma part, mais qui me permettait de l'accompagner par les rues sinueuses. Elle bavardait et nos coudes se touchaient amicalement. Elle aussi portait un panier au bras. Il contenait plusieurs paquets et des bottes de plantes. Pour les bougies parfumées, m'expliqua-t-elle. La cire d'abeille absorbait les odeurs beaucoup mieux que le suif, à son avis. Elle fabriquait les meilleures bougies parfumées de Castelserre. Même les 2 autres chandeliers de la ville le reconnaissaient. Tiens, que je mette mon nez là-dessus. C'était de la lavande. Adorable, non? C'était le préféré de sa mère, et le sien également. Ceci, c'était du doux béguin, et ça, du baume d'abeille. Ça, c'était de la racine de vanneur. Il y avait plus agréable, selon Molly, mais certains disaient qu'on en faisait de bonnes bougies pour guérir les maux de tête et la mélancolie de l'hiver. D'après ma vie Scoopfield, la mère de Molly avait créé, en mélangeant cette racine à d'autres plantes, une bougie merveilleuse, propre à calmer même un bébé coliqueux. Du coup, Molly avait décidé de retrouver par l'expérimentation les herbes nécessaires et de recréer la recette de sa mère. Devant cet étalage serein de son savoir et de ses talents,
Je brûlais de me distinguer à ses yeux. « Je connais la racine de Vanneur, lui dis-je. Elle sert aussi à fabriquer une pommade pour les douleurs dans les épaules et le dos. C'est de là qu'elle tire son nom. Mais si on en distille une teinture et qu'on la coupe de vin, son goût est indétectable, et elle peut faire dormir un homme adulte 2 jours et 1 nuit, ou faire mourir un bébé dans son sommeil. » Pendant que je parlais, les yeux de Molly s'étaient écarquillés, et à mes derniers mots, une expression d'horreur avait envahi ses traits. Je me tus en sentant la tension du début renaître entre nous. « Comment sais-tu tout ça ?» demanda-t-elle, le souffle court. « J'ai entendu une vieille sage-femme itinérante en discuter avec notre sage-femme du château, improvisai-je. Elle racontait l'histoire d'un blessé à qui on en avait donné pour l'aider à se reposer, mais son enfant en avait bu aussi. C'était une histoire très triste. » Le visage de ma compagne s'adoucit, et je sentis sa confiance me revenir. « Je t'en parle seulement pour que tu fasses attention avec cette racine. N'en laisse pas traîner à portée d'un gosse. Merci, c'est promis. Tu t'intéresses aux plantes et aux racines ? Je ne savais pas qu'un scribe s'occupait de ce genre de choses. » Je compris subitement qu'elle me prenait pour l'assistant du scribe, et je ne vis aucune raison de la détromper. « Ah, Gérepu se sert de beaucoup de produits pour ses colorants et ses encres. Certaines de ses copies sont toutes simples, mais d'autres sont plus décorées, avec des oiseaux, des chats, des tortues et des poissons. Il m'a montré un herbier une fois, dont les bords de chaque page étaient enluminés avec le feuillage et les fleurs de la plante représentées. « Comme j'aimerais voir ça !» s'exclama-t-elle d'un ton si sincère que je me mis aussitôt à imaginer diverses façons d'emprunter l'ouvrage pour quelques jours. « Je pourrais peut-être t'en procurer un exemplaire à lire, pas pour le garder, mais pour l'étudier 2 ou 3 jours, proposai-je, hésitant. Elle éclata de rire, mais avec un soupçon d'amertume. « Comme si je savais lire !» Mais je suppose que tu as appris quelques lettres à faire les courses du scribe. Oui, quelques-unes, répondis-je. Et je fus surpris de la jalousie que je vis dans ses yeux lorsque je lui montrai ma liste en lui avouant être capable de lire les 7 mots inscrits dessus. Son attitude se fit soudain plus réservée. Elle ralentit le pas et je compris que nous approchions de la chandellerie. Son père la battait-il toujours ? Je n'osais pas poser la question, mais son visage n'en portait en tout cas nulle trace. Nous nous arrêtâmes à la porte du magasin. Elle dut subitement prendre une décision, car elle posa la main sur ma manche, prit son souffle et me demanda « Tu crois que tu pourrais me lire quelque chose ? Même une partie seulement ? Je peux essayer ? Quand j'aime... Maintenant que je porte des jupes, mon père m'a donné les affaires de ma mère. Elle a été aide-chambrière auprès d'une dame du château quand j'étais petite, et elle a appris les lettres. J'ai retrouvé des tablettes qu'elle a écrites. J'aimerais savoir ce qu'elle raconte. »« Je peux essayer, » répétai-je. « Mon père est à la boutique. » Elle n'en dit pas davantage, mais la façon dont sa conscience résonna contre la mienne me suffit. « Il faut que je rapporte 2 cierges en cire d'abeille au scribe Gérepu, lui rappelai-je. Je n'oserais pas rentrer au château sans eux. »« Ne montre pas trop que tu me connais, » m'avertit-elle, puis elle poussa la porte. Je la suivis lentement, comme si le hasard seul nous amenait ensemble au magasin. Mais ma prudence se révéla bien superflue. Son père dormait à poing fermé dans un fauteuil au coin du feu. Je fus bouleversé des changements que je vis en lui. De maigre, il était devenu squelettique. La peau de son visage m'évoqua une pâte à tarte mal cuite, étendue sur un moule bosselé. Imbre n'avait pas perdu son temps avec moi. Je regardais les ongles et les lèvres de l'homme, et je sus, malgré la distance qui nous séparait, qu'il n'en avait plus pour longtemps à vivre. S'il ne battait plus Molly, c'était peut-être qu'il n'en avait plus la force. Elle me fit signe de ne pas faire de bruit. Elle disparut derrière les rideaux qui cachaient la partie habitée, et me laissa seul à explorer la boutique. Sans être spacieuse, elle était agréable avec son plafond plus haut que dans la plupart des autres échoppes et bâtiments de bourg de Castelserre. C'était sans doute grâce à la diligence de Molly qu'elle demeurait propre et bien rangée. Les fragrances délicates et la douce lumière de son industrie emplissaient la pièce. Accrochées par leurs mèches communes, ces chandelles pendaient par paires à de longues chevilles plantées dans un support. À côté, de moindre qualité, de grosses bougies destinées à la marine remplissaient une étagère. On trouvait même exposées 3 lampes en céramique pour les clients capables de s'offrir de tels articles.
Je découvris qu'outre les chandelles, Molly vendait aussi du miel, produit naturel des ruches qu'elle entretenait derrière la boutique et qui lui fournissait la cire de ses denrées de luxe. Elle réapparut, et du doigt me fit signe de venir la rejoindre. Elle déposa un portant de cierges et une pile de tablettes sur un établi, puis elle se recula, les lèvres pincées, l'air de se demander si elle agissait sagement. Les tablettes avaient été préparées à l'ancienne, de simples plaquettes de bois taillées dans le sens du fil et poncées au sable. Les lettres avaient été soigneusement dessinées au pinceau, puis fixées à l'aide d'une couche de colophane jaune. Il y avait là 5 tablettes, excellemment calligraphiées. 4 d'entre elles portaient des descriptions d'une précision scrupuleuse de préparation à base de plantes pour des bougies curatives. Tout en les lisant à mi-voix, je voyais Molly faire des efforts pour les graver dans sa mémoire. À la 5e tablette, j'hésitais. « Ce n'est pas une recette, » dis-je. « Eh bien, qu'est-ce que c'est alors ?» demanda-t-elle dans un souffle. Je haussai les épaules et me mis à lire. Ce jour est née ma Molly Brindif, jolie comme une brassée de fleurs. Pour le travail de son accouchement, j'ai brûlé 2 cierges à la baie de laurier et 2 lumignons parfumés avec 2 poignées des petites violettes qui poussent près du moulin de Douel et une de sanguinaire coupée très fin. Puisse-t-elle faire de même lorsque son tour viendra de mettre un enfant au monde, et ses couches seront aussi aisées que les miennes, et leurs fruits aussi parfaits. C'est ce que je crois. C'était tout. Quand j'eus fini de lire, le silence grandit et s'épanouit. Molly me prit la tablette et la tint à 2 mains devant son visage, comme si elle lisait dans les lettres quelque chose que je n'y avais pas vu. Je déplaçai mes pieds sous la table, et le bruit lui rappela ma présence. Sans un mot, elle rassembla les plaquettes et les remporta. À son retour, elle se dirigea vivement vers le support à cheville et en décrocha 2 grands cierges en cire d'abeille, puis vers une étagère où elle choisit 2 grosses chandelles roses. Il ne me faut que... Chut! Tout ça est gratuit. Celles à la fleur de 12 baies te procureront des rêves calmes. Je les aime beaucoup, et je crois qu'elles te plairont aussi. Elle parlait d'un ton amical, tout en fourrant ses cadeaux dans mon panier, mais je sentis qu'elle souhaitait mon départ. Néanmoins, elle m'accompagna jusqu'à la porte, et l'ouvrit doucement pour ne pas réveiller son père. « Au revoir, le nouveau, dit-elle, et elle me fit un vrai sourire. Brindif. Je ne savais pas qu'elle m'appelait comme ça. Dans la rue, on m'appelle Brispif. Les plus vieux qui connaissaient mon vrai nom avaient dû trouver ça drôle, et au bout d'un moment, ils ont sans doute oublié que ce n'était qu'un surnom. Enfin, peu importe, j'ai un nom maintenant. Celui que m'a donné ma mère. Il te va bien? Lâchai-je dans un brusque accès de galanterie. Puis, devant son regard surpris, le rouge me monta aux joues, et je m'en allai rapidement. À mon grand étonnement, c'était déjà la fin de l'après-midi, presque le soir. Je me dépêchai de terminer mes courses, allant jusqu'à supplier un marchand à travers les volets fermés de sa boutique de me vendre une peau de belette. Il finit par m'ouvrir sa porte en maugréant qu'il aimait manger son souper chaud, mais je le remerciai avec tant d'effusion qu'il dut me croire un peu dérangé. Je remontais d'un pas vif la partie la plus pentue de la route qui menait à la forteresse, quand j'entendis avec étonnement des bruits de sabots derrière moi. Les chevaux arrivaient du quartier des quais, et leurs cavaliers ne les ménageaient pas. C'était ridicule. Personne n'utilisait de chevaux en ville, car les rues étaient trop escarpées, et les pavés trop inégaux. En outre, le bourg s'étendait sur un territoire si réduit que s'y déplacer à cheval relevait plus de la vanité que du sens pratique. Ceci devait donc provenir des écuries du château. Je m'écartai du milieu de la route et attendis, curieux de voir qui acceptait d'encourir la colère de Buric à mener des chevaux si vite sur un pavage irrégulier, glissant et mal éclairé. Saisi, je reconnus Royal et Vérité, montés sur les 2 chevaux noirs appareillés qui faisaient l'orgueil de Buric. Vérité tenait un bâton empanaché tel qu'emportaient les messagers de la forteresse lorsqu'ils avaient à délivrer des nouvelles capitales. En m'apercevant sur le bord de la route, ils tirèrent les rênes si violemment que la monture de Royal dérapa de côté et faillit tomber à genoux.
Buric va faire une attaque si vous lui cassez les pattes !» m'écriai-je, consterné en me précipitant vers lui. Royal poussa un cri, et une demi-seconde plus tard, Vérité s'exclama d'une voix moqueuse mais tremblante. « Tu l'as pris pour un fantôme, comme moi. Ah, mon gars, tu nous as fichu une belle frousse à nous apparaître comme ça, sans rien dire, et avec cette ressemblance. Hein, Royal? Vérité, tu es un imbécile. Tiens ta langue. » Royal tira méchamment sur le mors de sa bête, puis effaça les plis de son pourpoint. « Que fais-tu si tard sur cette route, bâtard? Qu'est-ce que tu manigances à sortir en douce du château à cette heure-ci » J'étais accoutumé au mépris de Royal. En revanche, ses avanies cinglantes étaient une nouveauté. D'habitude, il se contentait de m'éviter, ou de s'écarter de moi comme d'un tas de fumier frais. Sous le coup de la surprise, je répondis précipitamment. « Je remonte, messire, je ne descends pas. J'ai fait des courses pour j'ai repu. » Et je levai mon panier. « Naturellement !» Il ricana. « Comme c'est vraisemblable. Je trouve la coïncidence un peu forcée, bâtard. » Toujours ce ton mordant. Je dus avoir l'air à la fois ahuri et blessé, car Vérité grogna, et me dit à sa manière abrupte, « Ne t'occupe pas de lui, petit, tu nous as un peu effrayés. Un bateau est arrivé du fleuve tout à l'heure, et il arborait le pavillon qui annonce un message spécial. Quand Royal et moi sommes descendus le prendre, imagine-toi qu'il était de patience, pour nous apprendre la mort de chevalerie. Par là-dessus, alors que nous remontons au château, qu'est-ce que nous voyons sur le bord de la route? Le portrait tout craché de chevalerie enfant qui nous regarde sans rien dire. Dans l'état d'esprit où nous étions, et tu es vraiment un crétin, Vérité, cracha Royal. Tu devrais le crier sur tous les toits, pendant que t'y es, avant même que le roi ne soit au courant. Et ne va pas fourrer dans la tête de ce bâtard qu'il ressemble à chevalerie. À ce que je sais, elle est déjà farcie d'idées malsaines grâce à notre cher père. Allons, nous avons un message à délivrer. À nouveau, il releva brutalement la tête de son cheval, puis donna de l'éperon. Je le regardais s'en aller, et l'espace d'un instant, je jure que je n'eus d'autre idée que de me rendre aux écuries, une fois rentré, pour examiner la pauvre bête et les meurtrissures qu'elle devait porter à la bouche. Mais, je ne sais pourquoi, je me tournai vers le prince Vérité et dis « Mon père est mort. » Il resta sans bouger sur sa monture. Plus grand et plus corpulent que Royal, il conservait pourtant toujours une meilleure assiette. C'était son côté soldat, j'imagine. Il me dévisagea un moment en silence, puis « Oui, dit-il, mon frère est mort. » Il m'accorda cet instant de parenté, mon oncle, et je crois que cela changea pour toujours ma vision de lui. « Grimpe derrière moi, petit. Je te ramène au château, » proposa-t-il. « Non, merci. S'il nous voit à deux sur un cheval par une route pareille, Buric va m'écorcher vif. » « Ça, c'est sûr, mon garçon. » Acquiesça Vérité avec douceur. Puis, « Je suis navré de t'avoir appris la nouvelle comme ça. Je n'ai pas réfléchi. Mais je n'arrive pas à y croire moi-même. » J'entreaperçus une douleur sincère sur son visage. Puis il se pencha pour parler à l'oreille de son cheval, qui bondit en avant. Je me retrouvai de nouveau seul sur la route. Le crachin se mit à tomber. Les dernières lueurs du jour s'éteignirent, mais je ne bougeais pas. Je levai les yeux vers la forteresse, masse noire sur le fond du ciel, piquetée çà et là de petites lumières clignotantes. En un éclair, je me vis poser mon panier et m'enfuir, me sauver dans l'obscurité pour ne jamais revenir. Quelqu'un s'inquiéterait-il de moi? Mais au lieu de cela, je changeai mon panier de bras et entamai la longue et lente remontée jusqu'au château.